Première partie de l'ultime saison de la Casa de Papel. On peut presque dire que c'est le début de la fin. Et croyez-moi, ça en fait des choses à dire. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la deuxième fois pour vous parler de la fameuse série, très célèbre série espagnole La Casa de Papel. Série créée à l'origine par Alex Pina, et j'insiste sur le origine car il s'est cassé après 2 saisons et le scénario de la 3e, et les suivantes n'ont fait que recopier les premières avec plus de pognon. Pour rappel, les 2 premières saisons ont été diffusées pour la première fois depuis 2017 en Espagne, mais c'est surtout depuis le portage sur Netflix le 20 décembre 2017 que la légende aux multiples prix est née. Et les saisons suivantes sont entièrement exclusives à Netflix, et on peut presque dire que ça se voit, si je puis me permettre. La saison 5, quant à elle, est divisée en 2 parties. Les 5 premiers épisodes le 3 septembre 2021, donc le jour où sort cette vidéo, si tout se passe bien, et les 5 derniers le 3 décembre 2021. C'est donc le grand final, et entre nous, il est grand temps que ça se finisse. Alors, petit rappel par rapport à ma première vidéo basée sur l'épisode 1 de la saison 4, et j'avais fait cette vidéo uniquement sur le premier épisode parce que je n'avais pas le temps de faire une vidéo sur la saison entière, et c'était surtout un prétexte pour parler de la série en matchant avec l'actualité. Personnellement, avant de continuer cette vidéo, je vous conseille ma première vidéo consacrée à la Casa de Papel, car sans vouloir me vanter, je suis assez content de mon analyse, comme par exemple les comparaisons que je fais par rapport aux 2 premières saisons sur la suite, avec les fameux nouveaux personnages qui sont en fait des espèces de reproductions d'autres existants. Donc regardez ma première vidéo afin d'éviter que je me répète. Mais pour résumer brièvement mon avis, évidemment comme beaucoup de gens, j'adore la Casa de Papel. Je suis un très grand admirateur des 2 premières saisons, car je fais partie de ceux qui voulaient que la série s'arrête après la 2e saison. Et pourquoi me diriez-vous? Parce que forcément il y a des gens qui disent « Ouais mais ça peut pas s'arrêter là, forcément, l'histoire va continuer !» Et oui, en effet, l'histoire peut continuer et c'est ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que s'il devait absolument faire une suite de la saison 2, ce serait soit pour raconter une histoire qui n'a plus rien à voir, quelque chose de complètement différent, soit faire exactement la même chose que les 2 premières saisons. Et comme Netflix ne prend jamais de risques et se base uniquement sur ses propres algorithmes, il a préféré choisir évidemment la 2e option, donc l'option la plus facile. Option qui consiste à faire exactement la même chose avec plus de fric et bien sûr un cahier des charges démoniaquement lourdingue. Alors, j'éviterai de spoiler la saison 5, en tout cas si je devais le faire, je le ferais dans une partie consacrée à ça, à l'inverse de la saison précédente, donc la saison 4, dont je n'ai jamais vraiment parlé finalement. Donc accrochez-vous, je vais spoiler bien sévère les saisons précédentes, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et ce que je n'ai pas pu vous dire dans ma première vidéo, c'est que la saison précédente m'a laissé un goût tristement amer dans la bouche, car j'avais l'impression de regarder un genre de cadavre qu'on essaye de faire revenir à la vie juste pour continuer de surfer sur sa notoriété. Je vais faire l'impasse sur les personnages qui ne sont là que pour remplir le quota insupportable de Netflix, évidemment, car n'oublions pas que le Big Brother de la pensée unique nous observe. C'est fait avec les panards. On te vomit de la bien-pensance en pleine figure, c'est vraiment malaisant à regarder. Au cas où tu n'as pas compris de quelle façon les gens doivent raisonner. Saviez-vous que ne pas penser comme Netflix, c'est mal? Pareil avec Arturo qui est un personnage mais imbuvable. Depuis le début, je ne pouvais pas supporter ce personnage et je me disais mais quand est-ce qu'ils le tuent? Vraiment. Et ils le remettent dans les saisons suivantes et là je me suis dit ok non, là c'est un sketch. Mais sauf que là ils le remettent juste pour se servir de contre-pied au féminisme, qui je le rappelle est devenu le fer de lance de la série. Et sans vouloir être méchant, les moments censés dramatiques sont parfois à pisser de rire. Genre la scène où le tueur fout la tête de Nairobi à travers un mur, enfin à travers une porte, on voit la tête de Nairobi sortir à travers. J'ai hurlé de rire. Ça m'a fait penser au trophée de tête de cerf qu'on accroche sur les murs. Mais qu'est-ce que c'est que ce passage? Bon, évidemment, tout n'est pas non plus à jeter, faut pas exagérer. Suite à ça, on a la fameuse mort de Nairobi, avec la balle symbolique dans le front pour bien nous faire comprendre que c'est vraiment fini, et que si elle revient, à part faire de la SF, c'est complètement débile. Et avec ça, on a la réaction marquante de Bogota et Helsinki, qui explose littéralement de colère, et c'est jouissif à voir, ça m'a fait trembler les mains. Helsinki! Helsinki! Helsinki, no! No! ¿Qué te sirvió matarla, hijo de puta?
Encore une fois, une bonne poignée des personnages ont réussi à me faire sortir la tête de l'eau. Et puis surtout, la série continue de remplir son contrat divertissant. Ça reste quand même divertissant et agréable à regarder, mais c'est juste pour moi clairement en dessous des saisons précédentes, surtout des deux premières. Et à ce niveau-là, je n'attends plus grand-chose de la saison finale. Mais on peut quand même voir ce qu'il en retourne. Bon, finalement, je vais revenir sur ma décision, c'est-à-dire que je vais spoiler. Voilà, je vais spoiler à balle, parce que sinon cette vidéo n'aurait aucun sens. Et puis j'imagine que la plupart des gens qui viendront sur cette vidéo sont des gens qui ont déjà vu la saison 5. Enfin, j'espère. Alors rappelons que ça fait maintenant plus de 100 heures que nos Robins des Bois sont enfermés dans cette banque d'Espagne. Après avoir sauvé Lisbonne et perdu Nairobi, le plus dur est maintenant devant eux. Puisqu'au même moment, le professeur a été capturé par Sierra. Et comme si leur situation de détresse ne leur suffisait pas, eh bien c'est maintenant au tour de l'armée d'intervenir. En bref, il est grand temps que ce braquage prenne fin. Et évidemment, le premier épisode de la partie 5 reprend directement là où nous avait laissé la 4e. Mais le problème, c'est qu'ayant déjà vu les parties précédentes, je connaissais d'avance le sort qu'on réserve à la série. C'est-à-dire que tout devient plus ou moins prévisible, à part quelques cliffhangers grand guignolesques. Donc, quand le professeur, par exemple, est pris au piège au début, eh bien, je n'y croyais pas une seule seconde. Je savais très bien qu'il y aurait une phase de haut, avec, bien entendu, beaucoup de hasard et de chance. En fait, la série ne fait que ça, elle joue avec des jauges de haut et de bas. Donc forcément, après la pluie vient le beau temps, mais ce n'est pas un défaut en soi. On arrive juste à un stade où la Casa de Papel commence à se répéter à cause de sa longueur. Le truc cool par contre, c'est que dès l'épisode 2, ça part déjà en couille. Je ne pensais pas du tout que Arturo y jouerait pour beaucoup d'ailleurs dans ce grand carnage. Grand carnage qui finalement est assez secondaire dans l'histoire. C'est du grand n'importe quoi cette scène, hein. J'ajoute. Du Casa de Papel tout craché. Un petit peu comme l'accouchement solo où le professeur se découvre soudainement des talents de sage-femme. Et d'ailleurs, à propos de ça, en fait, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, ah, donc tout ça pour ça. Tel que je connaissais la série, je pensais qu'il y aurait un espèce de retournement de situation bizarre, chelou, sur le fait qu'elle soit pas enceinte. Normalement, c'est assez rare de tomber enceinte au-dessus de 45 ans et je crois qu'elle est âgée, qu'elle approche de la cinquantaine, il me semble. Et du coup, une fois l'accouchement fait, je me suis dit, ok, donc ça y est, elle a accouché. Et donc le fait qu'elle soit enceinte servait juste à faire cette scène, à sauver le professeur. Ah, le hasard, hein, c'est le hasard. Sinon, je suis déçu parce que Monica a presque réussi à exaucer un de mes rêves, celui de buter Arturo une bonne fois pour toutes. Malheureusement, la série ne veut pas le laisser crever et c'est insupportable. Pourtant, on arrive quand même à un stade où des personnages importants commencent à clancer. Et je trouve que ça aurait été pas trop mal que Arturo passe à ce moment-là. Et dès l'épisode 5, bon bah, c'est littéralement la guerre. On nous montre exactement ce qu'on voulait voir. Par contre, c'est vraiment que ça. Là, la série est un petit peu à court de plan. Mais à côté de ça, les personnages sont toujours fidèles à eux-mêmes et le jeu d'acteur y joue pour beaucoup, même si j'ai l'impression qu'une bonne partie sont passés au second plan dans cette saison. À côté aussi, on parle un petit peu de René, donc l'ancienne romance de Tokyo, jouée par un des acteurs de Sky Rojo, qui est aussi une série créée par Alex Pina, créateur de La Casa de Papel. Et les flashbacks de Berlin, eux, sont toujours aussi pertinents à regarder, d'autant que l'histoire ne stagne pas, elle avance réellement. Mais c'est surtout un prétexte pour nous faire un peu voyager et sortir de cet aspect huis clos instauré par la série. Et ensuite, comme je vous en ai parlé, il y a eu la règle de la balle dans la tête. Donc pour s'assurer qu'un personnage de La Casa de Papel meurt réellement, il faut lui mettre une balle dans la tête. Mais ça fonctionne aussi avec les grenades et je pense que Tokyo en a payé le prix. C'est vrai que je me suis rappelé que c'est quand même censé être un final, donc c'est normal de voir des personnages importants mourir, et on peut s'imaginer en voir encore un ou deux mourir dans la dernière partie. Sur la forme, l'image est toujours aussi soignée, hein. C'est quand même agréable de voir un joli jeu de cadrage sur une image propre, même si ça n'a pas beaucoup de personnalité. C'est surtout le jeu de montage qui rend la série addictive. Par exemple en matchant parfaitement la musique avec les images.
Musique qui, de manière générale, reste correcte. Même si, comme je l'avais déjà précisé dans ma première vidéo, beaucoup de partitions sont en fait des reproductions d'autres films. Mais cette partie 5 va proposer beaucoup d'épicness d'ailleurs. En bref, cette partie 5 est exactement dans la même longueur d'onde que la précédente. À tel point qu'on voit que tout a été tourné quasiment en même temps. Enfin, en tout cas, ça a été tourné à la chaîne. Et même si la série, il faut le dire, a baissé dans mon estime, eh bien, il y a toujours cette accroche qui la rend addictive. J'ai eu l'impression de manger un énorme fast-food. Mais mon Dieu, ce que c'est oubliable. Je n'ai pas du tout ressenti les mêmes tensions que la fin de la saison 2. C'est pour ça que je mise beaucoup sur la dernière partie. Là, vraiment, j'ai l'impression d'être anesthésié en regardant ça. C'est très bien fait, mais finalement, ce n'est que de l'action. Donc c'est pourquoi je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour la dernière partie, car j'espère que ça va mettre les bouchées doubles, que ça ne va pas juste se contenter d'action et de personnages qui meurent. J'espère que la série va encore me faire rêver avec des twists complètement invraisemblables. De votre côté, donnez-moi votre avis sur cette partie, car comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde et je pense que j'aurai le temps de lire tout le monde le temps que l'autre partie arrive. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.